Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à nouveau parmi nous dans votre émission Horizon Intellectuel. Comme promis, je suis avec vous aujourd'hui pour un nouveau débat et avec un nouvel invité. Et le débat sera sur le thème de la commune en tant qu'acteur politique local et son rôle dans la lutte contre la radicalisation. Et là, on va prendre comme cas d'étude ou comme cas de débat la commune de Schaerbeek. Le débat donc s'annonce à 100% politique, puisque j'ai avec moi comme invité une personnalité à 100% politique très connue dans la scène politique belge. Et donc j'aimerais bien remercier Monsieur Georges Verzin, qui est conseiller communal et chef du groupe MR dans l'opposition au conseil communal. Donc, Monsieur Verzin, bonjour. Bonjour, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour enrichir ce débat sur le thème que je viens juste d'annoncer. J'ai aussi avec moi mon collègue, Monsieur Lassen Hamouche, qui a accepté volontiers de m'aider dans ce débat. Donc, Monsieur Verzin, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation avant de commencer le débat ? Une présentation du sujet ou une présentation de vous-même, personnelle. Et donc voilà, mon nom est Georges Verzin, donc ça fait effectivement 40 ans aujourd'hui que je suis actif sur la scène bruxelloise et plus spécifiquement sur la scène schaerbécoise, puisque j'ai commencé mon combat politique en combattant les idées d'extrême droite d'un ancien bourgmestre de Schaerbeek qui était Roger Nolz et qui était connu pour ses thèses racistes et extrémistes. Il a d'ailleurs fini sa vie au Front National, c'est-à-dire à l'extrême droite de l'extrême droite. Et donc ce monsieur avait fait à l'époque, dans les années 70, une publicité électorale sur le dos des personnes d'origine immigrée en disant avec moi en C130 il s'y arrête déjà, puisqu'il voulait renvoyer les immigrés au Maroc, en Tunisie ou en Turquie. Et donc j'ai combattu ce monsieur de l'intérieur d'abord, puisque j'étais secrétaire général du FDF à l'époque, et puis de l'extérieur, lorsqu'en 1988 je suis devenu conseiller communal et j'ai mis 20 ans exactement pour l'éliminer de la scène politique schaerbécoise et bruxelloise, et encore 5 ans après pour éliminer tous ses lieutenants. Ce qui fait que ce n'est qu'en 2000 que véritablement la commune a redécollé sur de nouvelles bases à Sény. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Lassen Hamouche n'a pas besoin d'une présentation puisque on se connaît déjà. Monsieur Verzin, vous êtes, comme vous venez juste d'annoncer, dans l'opposition au conseil communal de Schaerbeek. Et Schaerbeek maintenant est devenue une commune fameuse, une commune de tension. Il y a question de terrorisme, radicalisation islamiste et tout. Et c'est pour cela que nous voulons discuter aujourd'hui le thème de la commune en tant qu'acteur politique local et son rôle dans la lutte contre la radicalisation. Le premier point que j'aimerais discuter avec vous, c'est le mouvement réformateur qui est le MR et son projet ou stratégie pour la lutte contre le radicalisme ou l'extrémisme religieux. Donc, que pouvez-vous nous dire sur ça ? Est-ce que vous avez un projet, une stratégie pour lutter ? Absolument. D'abord, juste une petite mise au point. Schaerbeek n'est pas du tout une commune sous tension. On a malheureusement trouvé, entre guillemets, des caches pour un certain nombre de terroristes qui ont préparé des attentats. Et ça a été médiatisé en plus. Ça a été médiatisé en tant que ça. Voilà. Mais on a aussi trouvé des caches à Forêt, à Molenbeek forcément, à Anderlecht et même à Uccle. Donc partout, et donc voilà. C'est partout en Bruxelles. Voilà. Et donc des refuges, on peut les trouver partout et spécialement dans des quartiers où ils pouvaient entre guillemets, se cacher derrière l'abri d'une communauté ou de plusieurs communautés. Où il y a plus d'intimité, voilà, que la communauté d'origine. Moins, entre guillemets, remarqué. Voilà, cela dit, Schaerbeek n'est pas du tout une commune de tension. Le travail que la commune a fait depuis 20 ans maintenant est un travail en profondeur, d'inclusion de toutes les personnes d'origine issues de la diversité, et surtout des 2e, 3e et aujourd'hui 4e générations, grâce à l'enseignement, grâce aussi à tout un travail de cohésion sociale. Alors, pour parler du MR proprement dit, cela fait maintenant 3 ans que je fais partie d'une commission au siège du parti qui est consacrée à l'interculturalité. Et donc qui prône effectivement la reconnaissance de la diversité, y compris sur le plan religieux et philosophique, mais dans la mesure où on reconnaît la séparation entre
le droit et la foi, entre l'Église et l'État, et la primauté des valeurs universelles, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention internationale de défense des droits de l'homme, bien entendu. Et donc ce travail qui a été mené par le ministre actuel des Pensions, Daniel Baclaine, est poursuivi par Denis Ducarme, le chef du groupe au Parlement fédéral, et j'ai le grand honneur de participer à ces travaux. Et donc l'EMR a véritablement non seulement une philosophie, mais aussi une action politique pour en même temps reconnaître la diversité, mais en disant il faut que cette diversité s'inclue dans le respect des valeurs européennes, des valeurs universelles et de la séparation. Est-ce que cela a été concrétisé sur le terrain? C'est-à-dire ce qu'il a des résultats et tout. Aujourd'hui, sur le terrain, l'EMR a déposé, je pense, 24 propositions de lois, d'ordonnances, de décrets qui défendent cette idée-là, et notamment, nous sommes les fers de lance de l'inclusion dans la Constitution, dans les prochains mois, du concept de neutralité. La neutralité qui, entre guillemets, veut dire de la laïcité, mais souvent le mot laïcité n'est mal compris dans un certain nombre de milieux belges, au demeurant, puisqu'on confond la laïcité philosophique et la laïcité politique. La laïcité philosophique, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu quel qu'il soit, qui sont agnostiques ou athées, tandis que la laïcité politique que l'EMR défend, c'est vraiment l'idée qu'on sépare le droit et la foi et que l'État doit être neutre, impartial par rapport à tout choix religieux, quel qu'il soit, et permettre aujourd'hui la cohabitation et la coexistence entre tous les courants philosophiques et religieux, en les respectant tous, mais en disant, dans la sphère publique, dans l'exercice des fonctions de l'État, d'une commune, d'une région, dans les services publics, il n'est pas question qu'un fonctionnaire, par exemple, montre d'une profession de foi quelle qu'elle soit. Au contraire, il doit être neutre pour être impartial vis-à-vis du client, l'usager qui se présente devant lui. Et donc, l'absence de signes distinctifs religieux, d'appartenance religieuse ou philosophique ou même politique est un impératif absolu lorsqu'on gère un service public, et c'est important. Comme nous prenons aussi, bien sûr, l'égalité absolue entre les hommes et les femmes, et ça va de soi, bien sûr, dans notre société européenne et belge aujourd'hui. Donc ça, ce sont les thèses que l'EMR défend. Nous les portons à bout de bras au Parlement, et nous espérons que pendant cette législature, l'ensemble des formations politiques démocratiques de ce pays pourront l'approuver, pour une fois pour toutes affirmer clairement que l'État belge est un État qui reconnaît la diversité, mais qui reconnaît aussi la primauté de la loi que tous les citoyens se sont donnés à travers les différents parlements de ce pays. C'est bien en fait de mettre le point sur cette différence entre la laïcité religieuse et la laïcité politique. Toutefois, théoriquement parlant, si jamais, je ne sais pas, mais dans la théorie, est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on met de la pression sur des gens qui aiment bien porter des symboles religieux, cela les incite à plus porter ces symboles, ou à les représenter en public ou dans la société? Pour préciser ma pensée, je dois directement dire que chacun est libre en Belgique de porter tous les signes distinctifs qu'il veut dans la rue ou chez soi. D'accord. Chacun est libre de consommer la nourriture qu'il désire, que ce soit une nourriture cachère pour les juifs, une nourriture halal pour les citoyens musulmans qui le souhaitent, ou une nourriture non autrement consacrée, ou végétarienne si on veut. Ça, ce sont les choix libres de chacun pour sa vie personnelle. Ce dont je parle, c'est dans la sphère publique, dans l'organisation de l'État, d'une commune, d'une administration. Ça, c'est un préalable absolu. Pour le reste, je pense qu'aujourd'hui, même le Parti socialiste le reconnaît, nous souffrons d'un manque de clarté dans les textes constitutionnels. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, à Verviers, le Conseil d'État a repoussé une requête d'une enseignante de confession musulmane qui voulait porter le voile dans l'école en dehors du cours de religion. Et donc, le Conseil d'État a donné raison au pouvoir organisateur qui était la ville de Verviers dans ce moment-là. Mais il y a quelques mois, inversement, le tribunal du travail de Bruxelles a donné raison à des plaignantes qui travaillaient à Actiris et qui, elles, voulaient porter le voile sur leur lieu de travail pendant les heures de travail, alors que le règlement d'ordre intérieur l'interdisait. Et donc, le juge a dit, mais il n'y a pas de disposition légale au sommet de notre appareil juridique
qui me permettent de l'interdire. Donc je considère que jusqu'à présent, ça pourrait être estimé comme discriminatoire. Et donc, je pense que loin de pousser, d'inciter les gens à ne pas porter par révolte un signe distinctif, je pense qu'au contraire, ça va mettre de la clarté, ça va permettre de bien faire la distinction entre la personne qui travaille dans un organisme public, qui travaille dans une administration à quelque niveau que ce soit, et où là, elle doit être neutre, vraiment, pour respecter tout le monde qui serait d'une autre opinion que lui. On n'est pas dans une administration pour exprimer son opinion, on est dans une administration pour travailler au service de l'ensemble des citoyens, et donc on doit être absolument neutre à l'égard quand on se présente devant eux. Maintenant, je le répète, pour que ce soit bien clair pour vos auditeurs, dans leur vie privée, il est évident que tout le monde peut porter les signes distinctifs qu'il souhaite en fonction de sa foi. Il est libre parfaitement de croire ou de ne pas croire. D'accord. Donc, par contre, j'ai un peu préciser qu'il n'y a pour l'instant aucune loi qui interdit le port du voile, par exemple, aucune loi. Donc ce sont des projets de loi que, par exemple, le MR ou soit d'autres partis ont proposé. Mais il n'y a toujours aucune loi pour l'instant qui interdit, par exemple, le port du voile. Et la Constitution belge autorise quelque part à porter le voile et autorise aussi à pratiquer son culte et même tout ce qui concerne la culture qui entoure en fait le culte et peut-être aussi la pratique religieuse. Donc je suis d'accord avec la Seine sur cet aspect-là. C'est implicitement contenu dans la Constitution, mais ça n'est pas explicite. Et donc, loin de moi l'idée qu'on ne puisse pas pratiquer son culte librement. Ça, bien sûr, ça ne doit pas changer. Mais je pense qu'il est utile aujourd'hui de le préciser pour éviter des dérives. Pour éviter des dérives, parce que certains milieux que je qualifie de radicaux ont tendance à utiliser les signes distinctifs religieux, non pas en termes de croyances religieuses, mais en termes de signal politique, de refus de la société dans laquelle il se trouve. Et donc, ça, c'est dangereux. Le fait que quelqu'un ait un signe distinctif. C'est pour ça que je parle toujours, moi, de signes distinctifs religieux et pas de port du voile. Parce que le port du voile, c'est stigmatiser uniquement la confession musulmane. Pour moi, un signe distinctif, ça s'applique tout autant à celui qui est militant au Centre d'action laïque et qui portera un flambeau de la laïcité sur lui, ou militant catholique qui mettrait une croix, ou un juif qui mettrait une kippa pendant l'exercice des fonctions. Ça vise tout le monde. Donc je ne veux absolument pas, et le MR ne veut pas qu'on stigmatise une communauté en particulier. Certainement pas. D'accord, donc revenons à la question principale, c'est est-ce que vous avez une stratégie ou un projet pour la lutte contre la radicalisation, notamment à Schaerbeek? Et est-ce que vous aviez ces projets avant les attentats qui ont touché par exemple Paris et Bruxelles? Est-ce que vous avez essayé d'améliorer ces projets? Oui, donc, encore une fois, j'ai travaillé il y a, on va dire 20 ans, maintenant le temps passe vite, comme conseiller indépendant au cabinet du ministre-président Charles Piquet, où j'étais responsable de tout ce qu'on appelle les politiques d'intégration et de cohabitation. Donc je suis à l'origine de toutes les circulaires qui ont financé le tissu associatif pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de distance entre les jeunes issus des différentes immigrations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et la société. Plus d'intégration. Donc faire de l'inclusion sociale, de l'intégration, faire des écoles de droit, faire un travail social pour retisser les liens entre les jeunes et la société belge et bruxelloise en particulier. Ça, il y a 20 ans. Alors, depuis lors, la commune de Schaerbeek, puisqu'on on va parler plus spécialement de Schaerbeek, d'autres communes bruxelloises ont fait la même chose, la commune de Schaerbeek s'est investie à fond dans ce processus. Est-ce que ça a suffi? Non, bien entendu. Et je vais pointer du doigt deux mesures qui doivent absolument être prises et qui sont en train d'être prises, en tout cas pour l'une d'entre elles. La première, c'est qu'il est urgentissime que dans le cursus de formation de nos enfants, dès le plus jeune âge, dès la première année primaire et jusqu'à la fin de la scolarité, il y ait un véritable cours d'éducation à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques. Je pense que c'est essentiel. Parce que comment voulez-vous qu'un jeune qui n'a pas été formé, qui l'entend, et en plus que ces jeunes soient confrontés à la diversité des opinions religieuses et des philosophies. C'est-à-dire que le petit catholique sache
ce que le petit musulman pense et quelle est la philosophie religieuse du petit musulman. Et inversement, que le petit musulman soit au courant de ce que professe le monde catholique. Et inversement, que l'ensemble sache que c'est que la morale de ceux qui ne croient pas, ni en le catholicisme, ni à l'islam. Et donc, l'important, c'est que les jeunes puissent être formés, que leur esprit puisse être formé de manière à leur permettre d'avoir un jugement intelligent et structuré en dehors d'une approche purement religieuse qui est donnée dans les cours de religion. Ça, c'est la première chose. Et donc, enfin, vous avez vu tout le débat sur ce qu'on appelle le cours de rien, que Mme Milquet, lorsqu'elle était ministre de l'Éducation, a commencé à mettre en place. D'ici 2017, tous les pouvoirs organisateurs publics, ça ne s'applique pas jusqu'à présent à l'enseignement libre, seront tenus d'organiser 1, voire 2 heures de cours dans le programme scolaire à partir de la première année primaire jusqu'à la fin des humanités pour l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs. Et donc ça, c'est un premier dispositif qui est vraiment central. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut faire. Je pense qu'une des causes de la radicalisation d'un certain nombre de jeunes réside dans le fait de l'échec scolaire. Et pourquoi ? Parce que nombre de jeunes n'arrivent pas à terminer leurs études fondamentales, donc l'enseignement primaire, en maîtrisant parfaitement la langue française, écrire, lire et calculer. Et donc, parfois, ils n'ont même pas ce qu'on appelle le CEB, le certificat d'études de base. Et puis, ils rentrent en unité, ils passent 1 an, il y a un échec, ils passent en 2e. Mais s'ils échouent en 2e, ils tombent automatiquement dans l'enseignement professionnel, c'est-à-dire dans une filière de relégation. Et donc, comment combattre ça ? Quand j'étais échevin de l'instruction publique, je suis un de ceux qui pensons que l'on doit rattraper le plus vite possible les retards linguistiques des jeunes qui nous sont confiés. Pourquoi ? Parce que nombre d'enfants, et je parle spécialement de la communauté d'origine turque, vivent en réalité dans des ghettos culturels. Non pas que leurs parents n'ont pas d'argent, mais ils vivent, la maman vit à la maison, elle ne travaille pas, elle regarde la télévision turque, elle sort avec ses enfants dans la rue, elle va dans un magasin turc où elle parle turc. Bref, l'enfant, quand il arrive à l'école, ne maîtrise quasiment pas le français. Et par rapport aux enfants qui ont appris le français à la maison parce que leurs parents parlent français, il y a un retard. Et pour combler ce retard, il faut faire ce que j'appelle, moi, de la remédiation immédiate, c'est-à-dire compenser dès le plus jeune âge le manque de formation linguistique des enfants. De manière, ils ne sont pas moins intelligents que les autres, mais ils n'ont pas les bases pour converser, pour entrer en contact. Je connais par exemple, j'aide pour l'instant une dame d'origine turque qui est payée par l'ambassade pour, en maternelle, donner des cours à côté de l'institutrice maternelle qui explique des choses aux enfants, mais qui sont turcophones. Et donc, la personne d'origine turque qui parle français traduit ce que l'institutrice dit en turc pour que les enfants arrivent plus rapidement à comprendre ce que l'institutrice dit. Et donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour permettre l'inclusion. Et la troisième chose qu'il faut absolument faire, c'est vraiment faire cesser ce qu'on appelle les discriminations à l'embauche. Lorsque un ado, un jeune adulte est diplômé, qu'il a acquis des compétences, qu'il a des compétences identiques à celles de tous les autres qui sont sur le marché du travail, il est absolument détestable qu'il y ait des discriminations à l'embauche qui soient encore possibles aujourd'hui dans notre pays, dans les entreprises, uniquement parce que la personne est de telle ou de telle origine. C'est scandaleux et il faut vraiment que les tribunaux soient beaucoup plus sévères lorsque des cas se révèlent qu'il y a eu, à compétences égales, effectivement des vraies discriminations. Donc 3 choses, éducation à la citoyenneté, éducation aux philosophies et aux valeurs démocratiques, formation et récupération, remédiation immédiate pour apprendre mieux la langue de l'enseignement, écrire, lire et calculer, et enfin, effectivement, travailler contre les discriminations à l'embauche. Monsieur Amouche, qu'en dites-vous ? En fait, j'ai seulement une petite question par rapport à le projet qui est en train de se mettre en place pour 2017, à savoir, en fait, voilà, donc, quelque part, il y a derrière faire disparaître les cours de religion islamique. Est-ce que
vous allez rectifier. Est-ce que, à votre avis, parce que en tout cas c'est comme ça que je vois la chose, c'est vraiment d'aller au fur et à mesure jusqu'à la disparition vraiment de ces cours de religion islamique. Est-ce qu'en parallèle, si éventuellement on arrive à faire disparaître les cours de religion islamique dans les écoles, est-ce qu'on ne va pas donner plus en fait de chance, en tout cas, à des écoles coraniques, associations musulmanes qui donnent des cours de religion islamique, etc., et des cours arabes, à quelque part gérer l'éducation islamique de ces jeunes, en sachant que ces écoles sont parfois des écoles clandestines, manque de pédagogie, manque de savoir, etc. Donc, on va empêcher les enfants d'apprendre là où il y a vraiment de la pédagogie, de l'éducation bien encadrée par l'État, pour leur donner, en fait, la possibilité d'aller dans des écoles non cadrées, non structurées, etc. C'est une excellente question, parce que c'est un véritable risque. Oui. Et donc, moi, je suis de ceux qui plaidons d'abord pour l'instant, il n'est pas question d'exclure les cours de religion protestantes, israélites, catholiques et musulmanes du cursus scolaire, du temps scolaire. On va simplement les réduire, c'est tout ce qu'on va faire. Moi, je suis partisan, je parle à titre personnel, que l'on mette les cours de religion, quels qu'ils soient, qu'on les maintienne dans l'école, mais qu'on les mette en dehors du temps scolaire. Mais qu'on les maintienne dans l'école. La deuxième chose qui est importante, et vous mettez vraiment le doigt sur un point qui est central, c'est la formation des professeurs de religion islamique et la formation des imams. Je pense que ce qui manque cruellement dans notre pays, l'UCL a commencé un petit peu, mais ça n'est pas suffisant. Je pense que ce soit en tant que professeur de religion islamique dans une école, ou en tant qu'imam dans une mosquée, ou dans les prisons aussi, ou dans les prisons, parce que ce sont des lieux potentiels de radicalisation. Bien sûr, voilà. On doit être sûr que ceux qui professent la religion islamique maîtrisent effectivement tous les paramètres, non seulement religieux, mais aussi qu'ils maîtrisent parfaitement, qu'ils acceptent ce que M. Hadji, qui représentait le Conseil européen des oulémas marocains en Europe, nous avions dit il y a 2 jours qu'il fallait absolument qu'il y ait un islam européen qui émerge, qui reconnaît à la fois les valeurs universelles auxquelles l'Europe adhère, et en même temps, c'est-à-dire effectivement la séparation de la foi et de droit, mais en même temps qu'il professe un islam que moi je qualifie, que d'autres qualifient d'islam des Lumières. Il y a effectivement un très bel islam, un islam magnifique, qui n'est pas un islam qui oppose les gens les uns aux autres, mais qui construit une pensée philosophique positive à côté de toutes les autres courants philosophiques. Et celui-là mérite évidemment totalement le respect et mérite totalement d'être reconnu. Ça rentre dans ce principe d'interculturalité. Exactement. Exactement. Donc, exactement. J'apprends de vous, vous apprenez de moi, et qu'il y ait en fait une sorte de et on grandit tous ensemble dans le respect mutuel et non pas dans la confrontation des uns par rapport aux autres. Ma religion est meilleure que la tienne et ma religion est une religion de combat qui veut dominer le monde entier. Ça, c'est peut-être un message que l'Iran essaye de faire passer, et que Daesh veut imposer par la force. C'est un message que l'on doit combattre radicalement, aussi radicalement que le sont, sinon plus. Par rapport à la question d'une éducation interreligieuse, ça veut dire qu'on doit enseigner, par exemple, un chrétien enseigne aux musulmans, voilà ce qui est, comment on dit, sur le christianisme, qu'un musulman enseigne aux chrétiens, voilà ce qui est l'islam. Là, je veux revenir à un point un peu délicat, c'est la question du choix des éducateurs ou des enseignants. C'est qui choisit ces enseignants? Donc, le futur cours de citoyenneté et, je dirais, d'histoire des courants philosophiques de la pensée religieuse doit être donné par des gens qui sont certifiés pour cela. Et donc, il n'est pas question qu'un catholique explique à un musulman à un catholique. C'est différent, c'est pas ça du tout. Je pense que ce sont aux musulmans eux-mêmes d'apprendre la religion musulmane aux enfants qui veulent suivre ce cours, et inversement aux catholiques. Mais connaître l'histoire de la pensée religieuse et des philosophies que l'homme connaît depuis qu'il a commencé à penser, c'est un cours que moi j'ai reçu à l'université
d'un monsieur qui s'appelait Chaim Perelman. C'est là ce qu'on appelle la philosophie morale, où on a appris les courants de la pensée égyptienne à l'époque, de la pensée grecque, et puis de tous les penseurs qui se sont succédés en Europe, et en même temps des courants religieux. Je pense que c'est un enrichissement pour tous les enfants, même s'ils vont en dehors à un cours de religion X, Y ou Z, que chacun connaisse le monde religieux de l'autre, sache ce que c'est. Parce que sinon, on condamne ou on parle sans savoir et sans connaître. Connaître, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'adhérer, mais au moins on sait. Et je pense que la première manière de lutter contre les idées toutes faites, les amalgames, les raccourcis, c'est de connaître ce que l'autre pense ou les idées auxquelles il adhère. D'accord. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas cette chose une sorte de triangulation entre la famille, l'école et l'acteur associatif ou l'enseignant, etc., ça ne va jamais se réaliser, vu que l'école peut éventuellement jouer le rôle d'éducation avec le cadre, par exemple, bien structuré, avec une pédagogie bien établie, etc. Les parents aussi peuvent, en question aussi, faire le nécessaire pour que l'enfant puisse rester, comprendre son cadre de référence, comprendre sa culture, sa religion, etc., etc. Mais si l'acteur associatif, lui, par exemple, n'est pas formé à suivre la même triangulation pour avoir en fait une relation systémique, en fait, pour que cet enfant puisse aller vraiment dans un environnement adéquat, il y aura toujours en fait quelque chose qui va dysfonctionner, et donc un qui fait son rôle, l'autre qui ne le fait pas. J'ai donné l'exemple de l'éducateur, ça peut être les parents qui ne jouent pas ce rôle-là. Donc s'il n'y a pas cette communication systémique entre les trois piliers, en tout cas, il y aura toujours moyen que ça dysfonctionne. Et c'est ce qui amène maintenant à la radicalisation, je pense. Absolument. Donc moi, je suis à 100% d'accord avec vous sur ce plan-là. Je pense qu'il y a un travail à faire sur les parents, à travers notamment les mosquées. Et donc le discours qui est tenu dans les mosquées est effectivement central pour que les parents partagent le projet de société que vous souhaitez. C'est important, d'où la formation des imams. Deuxièmement, je pense que l'école, le deuxième pilier, doit effectivement aller dans le sens que je viens de décrire. Et troisièmement, et c'est la condition sine qua non, il faut évidemment que toutes les politiques publiques de subvention au secteur associatif vérifient que le monde des éducateurs sociaux, des assistants sociaux, de tous ceux qui travaillent dans la reliance sociale, que tout ce monde-là partage évidemment les mêmes valeurs. C'est un travail que moi j'ai fait sur le terrain à Scarbeck, quand j'ai ouvert la première bibliothèque interculturelle en 2006, qui se trouve place de la Reine, à côté de l'église Sainte-Marie, à la rue des Palais. On a fait un travail vraiment extraordinaire parce qu'on faisait d'abord un travail interculturel et les associations du quartier, notamment le CEDAS, avec Thierry Barret, ont fait là du travail d'alphabétisation sur les mamans pour leur apprendre le français, mais aussi pour leur apprendre comment fonctionner. Voilà. Donc pour les sortir de chez elles étaient entre femmes, parce que sinon elles avaient des difficultés à sortir. Parce que c'est un peu difficile. Si on veut former déjà des élèves ou des étudiants, il faut déjà former les lieux où ils se trouvent le plus. Exactement. Ça veut dire les éducateurs, les enseignants, aussi, autant que la famille aussi. Donc, ce sont des gens qui les entourent tout le temps. C'est ce que Hassan Hamouche vient de dire. C'est évidemment essentiel. Pourquoi est-ce essentiel ? Parce que, et vous me corrigerez si je me trompe, j'ai le sentiment profond que les jeunes adolescents ne vont pas à la mosquée ou ne vont plus à la mosquée. Ce sont les parents qui vont à la mosquée. Et donc, les mosquées doivent faire le travail sur les parents. Mais qui va accompagner les jeunes, surtout au moment de l'adolescence, si ce n'est les enseignants le plus jeune âge et tout le site associatif qui va faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls dans la rue, livrés à eux-mêmes. Ouais. Et qu'on monte à ce moment-là des bandes urbaines. C'est la phase en plus, c'est la phase la plus sensible, la plus dangereuse. Oui, voilà. Plus dangereuse. Voilà, ouais, et donc c'est là qu'il faut travailler, à la fois dans les écoles secondaires aussi, et en même temps sur le tissu associatif. Et le lien entre les deux est fondamental. Et comment travailler en fait avec les mosquées en sachant que, par exemple, on a des idéologies différentes, même au sein des communautés musulmanes, des orientations différentes, peut-être aussi une sorte, disons, d'harmonisation. Parfois, il y a aussi des clientélismes dans une mosquée et pas d'autres, etc. Comment travailler, en fait, avec toutes ces mosquées-là, sachant aussi qu'il y a l'exécutif des musulmans en Belgique, qui est directement lié au ministère de la Justice, etc., mais que la plupart des mosquées ne reconnaissent pas.
Donc, c'est un organe qui essaye de faire son job. Donc, on a M. Chellaoui qui vient d'arriver maintenant, il fait le maximum aussi. Et il est dans cette perspective aussi du dialogue interreligieux et interculturel, etc. Mais il y a beaucoup de mosquées qui ne reconnaissent pas et qui ne veulent pas travailler avec cette structure de l'État et qui refusent. Comment on peut éventuellement arriver à ce résultat d'harmonisation et de triangulation, en fait? Je répondrai deux choses. La première, c'est qu'il n'appartient évidemment pas aux politiques, ou avec un grand P, de dire que tel courant religieux est plus valable qu'un autre. Moi, je n'ai pas à intervenir dans le processus qui sépare les chiites d'un côté, les sunnites de l'autre, et peut-être encore les alivites d'un troisième coin. C'est pas à nous à faire ça. Chacun est libre de ses choix et de partager la confession. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, je vous oblige à choisir entre les catholiques, les orthodoxes et les protestants. C'est pas aux politiques à faire ça. Donc tous les courants religieux sont en soi respectables. Mais par contre, je pense que dès le moment où il y a un exécutif, que l'exécutif reconnaît effectivement les déclarations, notamment ce que Hassan Chalgoumi défend, c'est-à-dire l'islam des Lumières, la séparation entre les églises et l'État, le droit et la foi, de avoir un islam citoyen qui respecte les lois que les citoyens se sont données. Dès le moment où effectivement l'exécutif des musulmans de Belgique s'inscrit dans cette perspective, je pense que les mosquées qui refusent ce processus ne doivent plus être reconnus. Donc ça veut dire que chaque acteur doit assumer sa responsabilité dans le cadre des limites de ses compétences et voilà, tout. Exactement. Mais l'exécutif de musulmans de Belgique a une responsabilité majeure là-dedans, parce que c'est le lieu principal où on peut effectivement dire que dans un État démocratique, on doit s'assurer que tous ceux qui professent une foi, ça vaut pour les musulmans, mais ça vaut aussi pour les autres religions, n'interfèrent pas avec l'état de droit dans lequel ils fonctionnent, avec la société dans laquelle ils fonctionnent. Monsieur Verzin, je pense aussi qu'il y a un problème de compréhension, à mon avis, du respect des lois, des règles et des limites. Et ça, c'est dû aussi parfois à la formation, au manque de formation, soit du conseil d'administration des mosquées, soit des dirigeants de mosquées, etc. Donc il y a tout un travail, en fait, qu'il faut d'abord travailler au préalable, mais qui va faire ce travail-là? C'est ça le problème, parce que pour harmoniser, clarifier, que les gens aussi, qui sont parfois de bonne volonté, mais ils ne savent pas comment gérer les choses. Donc, qui va faire ce travail? Parce que c'est là le chaque acteur ou chaque organisme dans ses compétences, dans la limite de ses compétences. Oui, et je pense que la Seine Amouche a raison. Je pense que, encore une fois, il n'y a qu'une seule réponse. Formation. Je suis avec vous. Je pense que, y compris dans les conseils d'administration des mosquées, les imams, mais aussi le conseil d'administration, doit aller se former. Doit aller chez M. Dassetto à l'UCL. J'appelle de mes voeux que l'ULB ou que l'ULG fassent la même chose et qu'ils aient des formations concrètes sur le terrain. De la lutte, de la radicalisation, est-ce que les communes ne puissent pas, par exemple, prendre ce genre de projet en place en sachant que c'est très important pour la déradicalisation du jeune? Je suis d'accord. Et que la mosquée peut devenir alors à ce moment-là un acteur très important pour la déradicalisation du jeune. J'entends bien, mais donc ce n'est pas dans les compétences des communes. D'accord. Donc le financement des cultes dépend de l'État fédéral. Et donc je pense que l'État fédéral qui finance quand même toutes les religions reconnues en Belgique, c'est plus de 600 millions d'euros par an, doit dire ok, je continue à subventionner, mais en même temps je finance les formations pour m'assurer que là où je mets de l'argent, on respecte les valeurs. Et donc, il y a un problème. Donc là, il y a un problème, on n'est pas encore assez loin dans ce domaine. Je pense que l'exécutif des musulmans, je pense que le chiffre est bien clair, et si j'ai le bon chiffre, je pense que l'exécutif des musulmans, par exemple, bénéficie de 275 000 euros par an. C'est vraiment rien du tout pour former, pour faire tout ce travail dont on est en train de parler. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet financier à l'exécutif pour cette mission-là. Parce que la question financière reste un handicap s'il n'y a pas de financement. Donc voilà. Et donc, Monsieur Verzin, vous encouragez ce qu'on appelle le FF, la formation des formateurs. Évidemment. Ça va de soi. C'est essentiel, comme Hassan Amouche disait, je pense que la triangulation est essentielle. D'accord. Les mosquées,
l'éducation dans les écoles et le secteur associatif. Et dans le secteur associatif, il y a évidemment les exécutifs religieux, quels qu'ils soient. Et donc, mais pour faire une chose précise, pas pour donner de l'argent comme ça, bien sûr, gratuitement, sans vérifier à quoi il sert. Et donc, moi, je suis de ceux qui combattons vraiment, parce que je trouve que ce n'est pas, comment dirais-je, ça n'est pas permis, dans un État démocratique moderne, que les mosquées turques soient en fait financées directement par le ministère du culte en Turquie. Je pense que ça ne va pas. Je pense que la grande mosquée du cinquantenaire financée sans contrôle par l'Arabie Saoudite, ça ne va pas non plus. Et ça doit cesser. Donc est-ce que vous ne pensez pas que c'est une violation de la souveraineté de l'État ? C'est clairement une immixtion, parce qu'il n'y a aucun moyen de contrôle, ni sur ce qui est dit et défendu, ni sur les flux financiers. Et donc je pense que si on n'y met pas bon ordre rapidement, on laisse en place des foyers de dérives religieuses, et qui sont, vous le savez comme moi, l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle de progressisme musulman, loin de là. Ce sont les courants les plus conservateurs, les plus salafistes et wahhabites. Ce n'est pas l'islam des Lumières, c'est exactement le contraire. D'accord. Donc, M. Varzin, vous avez mentionné plusieurs axes d'action indispensables pour l'AMR pour lutter contre le phénomène de la radicalisation ou le radicalisme. Mais en élaborant quelques projets, quelques stratégies pour la lutte contre ce phénomène, est-ce que vous entamez, je ne sais pas, ou est-ce que vous faites de la consultance ? Et si vous faites de la consultance, est-ce que vous faites, comment on dit, appel à des hommes de terrain, ou des professionnels, ou des académiciens, ou des chercheurs, au cas où ? Moi, je voudrais que dans la foulée de la réflexion qui est en cours, en tout cas dans notre formation politique, et au niveau le plus important de l'État, on fasse ce qu'on appelle une espèce de task force, je vais le dire en anglais, task force, qui rassemble à la fois les autorités de ce pays, aux différents niveaux de responsabilité, et celles et ceux qui sont aujourd'hui au sein de la communauté musulmane, je dirais des docteurs porteurs de lumière. D'accord. Et donc, pour n'en citer qu'un, moi je parlerai d'Hassen Chalgoumi, mais des gens comme lui, il y en a d'autres. J'en ai été voir un à l'ULB l'année passée, j'ai oublié son nom. Comment ? Khalid Bencheikh. Oui, Khalid Bencheikh, évidemment. Il y en a plusieurs. Je pense qu'il faudrait reprendre des intellectuels de haut vol comme ceux-là, et qu'avec eux, on construise les programmes qui nous permettent d'aller plus loin ensemble. Donc, si jamais il y a un projet où vous aimeriez faire une consultance, est-ce que vous allez préférer des hommes de terrain, qui connaissent le terrain, qui agissent directement, ou des chercheurs, ou des académiciens ? Et au cas où vous choisissez aussi des chercheurs, est-ce qu'il y a moyen de financer, par exemple, quelques projets de recherche qui sont comment on dit, menés par exemple des doctorants ? Donc, est-ce que, par exemple, vous pouvez les octroyer des bourses de recherche pour ces trucs ? Mais, encore une fois, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Je pense que dans une task force comme celle-là, il faut à la fois des gens de haut vol, des intellectuels de haut vol, et il faut en même temps des gens de terrain. Et c'est la liaison entre les deux qui va produire les bonnes réponses. D'accord. Les bonnes réponses. Et aujourd'hui, dans toutes les universités de ce pays, tant flamandes que francophones, il y a des instituts d'histoire de religion et des courants religieux. Ça existe. Moi, je connais très bien les gens à l'ULB. Donc, la base y est. Maintenant, il faudrait que l'État finance de manière spécifique le développement de ces programmes au sein de l'université, et aux universités de s'organiser pour inviter comme professeurs invités, ça existe, hein, les personnes de référence dont nous avons déjà parlé, qui existent. Oui. Il y en a en Belgique, il y en a surtout beaucoup en France, presque, il y en a partout, en s'assurant évidemment de ce qu'ils défendent, et en même temps lancer des programmes, associer effectivement les gens de terrain et lancer des programmes de bourse d'études. D'accord. Ça coûtera de l'argent. Bien sûr. Mais vous avez tout l'argent qu'on consacre tu es en train d'investir quand même pour un projet, c'est de l'argent, ça vaut le coup, qui construit une société plutôt que de lutter après coup
contre la violence des attentats qui détruisent fondamentalement toute une société tout entière. Et c'est maintenant qu'il faut agir, il ne faut pas attendre 20 ans. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite pause et je reviens vers vous. Mesdames et messieurs, nous revenons vers vous et, pour continuer le débat. Et le point avant-dernier que j'aimerais débattre avec vous, Monsieur Verzin, c'est la coordination et la coopération avec les représentants religieux, tels que le Conseil européen des oulémas marocains, le CEOM, l'exécutif des musulmans de Belgique, l'EMB, et aussi le Rassemblement des musulmans de Belgique. Est-ce qu'il y a une coordination et une coopération avec ces représentants religieux afin de bien mener avec succès la question ou le point, la mission de la déradicalisation? Mais donc je pense que le dialogue existe maintenant. Le Premier ministre, au moment des attentats, a d'ailleurs réuni l'ensemble des courants philosophiques et religieux, l'exécutif, les représentants des différents cultes et de la laïcité, pour faire une déclaration commune importante. Et donc il appartient maintenant, encore une fois c'est au niveau fédéral que ça doit se jouer, au ministre qui gère les cultes, c'est-à-dire le ministre de la Justice, c'est à ce niveau-là qu'il faut renforcer le dialogue et la coopération entre l'État et les représentants légitimes de tous les courants religieux, et donc y compris de tous les courants qui existent au sein de l'islam en Belgique et européen. Donc ça ne relève pas de l'autorité de la commune? Ça ne relève pas de l'autorité. Au niveau de la commune, nous avons un échevin qui siège donc au collège communal, qui est Étienne Noël, et qui est responsable des cultes. Et donc, lui est un grand partisan du dialogue entre les cultes sur le plan local. Et le bourgmestre, Bernard Clairfailly, le fait aussi. Et donc, je pense qu'il a, sans interférer avec le contenu des cultes. Moi, je suis vraiment très hostile à ce qu'on fasse en période électorale, à ce qu'on vienne faire des visites dans les mosquées. Les mosquées, c'est pour la religion. On ne fait pas de politique dans les mosquées. Par contre, je pense que dans le courant de la législature, il faut un dialogue permanent avec les mosquées, comme avec les temples protestants, avec les synagogues et les églises catholiques et la laïcité, pour construire ensemble ce modèle interculturel que nous souhaitons tous. Et donc, dialogue sur le plan local, mais le financement et l'organisation générale dépend du fédéral. D'accord. Donc, en parlant de ça, est-ce qu'il y a une immersion de la commune en tant qu'acteur politique local dans le processus décisionnel, par exemple la mise en place et la mise en œuvre de certaines politiques visant à lutter contre la radicalisation? Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis les attentats, non seulement il y a des actions qui sont menées au niveau fédéral, mais qu'en plus, au niveau régional, le ministre-président Rudy Vervoort est en charge effectivement de mettre en place, avec la conférence des bourgmestres, avec les 19 bourgmestres de Bruxelles, une stratégie de déradicalisation. Alors, ça veut dire évidemment d'abord combattre les radicaux, ça va de soi, mais à côté de ça, il faut travailler aussi de manière positive à une stratégie d'inclusion et de réflexion citoyenne. Et ça, c'est au niveau régional que le ministre-président et l'exécutif régional doivent le faire en concertation avec les 19 bourgmestres. D'accord, donc c'est comme si on va adopter ce qu'on appelle une gouvernance à niveau multiple. Ça veut dire que ça va... C'est une stratégie à trois étages. C'est comme les fusées qu'on envoie sous la Lune, il y a le premier, le deuxième et le troisième étage. Et donc, la base, c'est le dialogue au plan local, qui se travaille notamment en termes d'inclusion, parce que les politiques d'inclusion, de cohésion sociale sont aujourd'hui régionalisées. Donc le niveau régional est essentiel. Et enfin, le niveau de financement du culte et tout ce qui est formation doit passer par le fédéral. Et donc, si un étage manque, ça ne fonctionne pas. Il faut que les 3 étages fonctionnent en synergie. Voilà, d'accord. La dernière question, c'est sous forme d'une mise en scène. Donc, si jamais vous permettez, est-ce que vous avez un message à adresser, par exemple, à des opportunistes, des escrocs, ou ce que moi, monsieur Amouche, nous appelons les grattologues,
un terme que... Ouais, c'est un terme qu'on vient bien sûr, de mettre en œuvre, de créer, qui sous prétexte, par exemple, de vouloir rendre service à la Belgique et à sa communauté de confession musulmane, ne cherchent qu'à leur propre intérêt à remplir leur poche de l'argent consacré à servir la cause, qui est dans ce cas la lutte contre la radicalisation. Donc, quel message pouvez-vous adresser à ces gens, sachant qu'ils sont nombreux et bien sûr qu'ils attendent à ce que des opportunités telles que les événements de Paris ou les événements de Bruxelles font apparaissance afin de saisir ces opportunités et trouver de l'argent là où il faut. Message au grattologue. Effectivement. Et donc la seule vraie réponse par rapport à ça, c'est que, dans les critères de subventionnement, il faut que toute personne ou toute association qui réclame des critères montre patte blanche. C'est-à-dire que les pouvoirs publics puissent vérifier qui ils sont, quels sont leurs statuts, comment ils fonctionnent, comment ils sont évalués, d'abord. Ensuite, qu'il y ait une évaluation année après année du travail qu'ils font. J'étais à l'origine des législations sur la cohésion sociale à Bruxelles, dans le monde francophone, s'entend. C'est clair qu'aujourd'hui, la COCOF, par exemple, subventionne, mais on ne donne pas 100% de la subvention. On ne donne qu'une partie de la subvention. Et c'est en montrant les justificatifs sur la bonne utilisation des subsides publics qu'on libère la somme. 2, je pense que quand on organise effectivement ce type de subventionnement, il faut le faire aussi en collaboration avec les représentants légitimes du secteur associatif. Et donc, quand j'étais en charge de cette compétence, j'ai toujours veillé qu'à côté de l'administration, il y ait un organe consultatif qui valide les projets. Est-ce que c'est seulement votre cas ou c'est le cas dont... Non, c'était ce que nous avions mis en place à la COCOF quand j'étais au cabinet du vice-président Piquet. Et je pense que cette culture-là existe encore aujourd'hui. D'accord. Et donc, par exemple, dans le groupe, entre guillemets, d'experts qui assistaient l'administration dans la connaissance des organisations de terrain qui étaient valables ou pas, j'avais mis, par exemple, Didier Allaire, qui travaillait au Centre d'égalité des chances, par exemple. Mais il y en avait d'autres. J'avais mis Chico Kepsi, par exemple, qui travaillait, qui sont des acteurs reconnus et qui connaissent bien qui est qui et qui fait quoi. Donc, un clown qui viendrait réclamer 10 000 ou 100 000 euros en débarquant comme ça du ciel, je pense qu'il a peu de chance. Et s'il le fait une fois, il ne le fera pas 2 fois. Mais en réalité, il faut quand même avouer que ça existe et qu'il n'y a pas en fait ce système objectif de contrôlabilité, en tout cas des associations, n'existe pas vraiment à 100%, vu que, tu vas être d'accord avec moi, la plupart des associations sont politisées ou soit ont une couleur politique. Et là, donc, ça c'est vrai. Donc il faut le reconnaître. Donc ce système, comment lutter par exemple contre ce genre en fait, en tout cas d'octroi politique de subvention? Je crois que c'est là, vous mettez le doigt sur un vrai problème, qui est la politisation du monde associatif et l'instrumentalisation du monde associatif. C'est une vieille mauvaise habitude du Parti socialiste. Et aussi les utiliser comme des cartes électorales. Et du CDH. Il faut le savoir, il faut appeler un chat un chat. Monsieur Moureau, quand il était aux affaires, a fait ça pendant 25 ans. C'est une manière de contrôler, entre guillemets, de contrôler le terrain et d'être sûr que le Parti socialiste fasse beaucoup de voix. Est-ce qu'il a bien fait? Non, évidemment. Non, évidemment. Parce que quand on substitue à des critères objectifs, des critères de proximité politique, on dévie le but de l'association qui a été créée. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tant que faire se peut, il faut dépolitiser. Au MR, on n'a pas de secteur associatif, on n'a pas construit, c'est plus comme ça, on n'a pas construit de toutes pièces des associations pour avoir des subsides. Et la majorité actuelle, ce qui s'est fait. MR, est-ce qu'il y a en fait un projet justement, soit de lutter contre ce phénomène, soit de mettre une alternative qui est plus démocratiquement parlant, juste, encore une fois, plus transparente. Donc encore une fois,
je pense qu'au niveau fédéral, la compétence n'est que concerne que l'organisation des cultes et le subventionnement des cultes, et que la compétence de subside a été rétrocédée soit à la communauté française ou à la communauté flamande, soit aux régions. Donc c'est au niveau régional que ça se décide. Donc c'est pas local, c'est régional et fédéral. Moi, je pense que la meilleure chose qu'ils puissent faire, plus il y a de transparence, mieux c'est. Voilà. Et plus facilement, on peut dénoncer ceux qui abusent de leur position politique pour subventionner des associations, non pas parce qu'elles font du bon travail, mais parce qu'elles sont proches du parti X, Y ou Z. Non, parce que lorsque c'est pas transparent, on perd du temps à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et cela, c'est un obstacle pour comment on dit, avancer dans les choses. Vous savez, pour revenir à un travail que j'ai fait lorsque j'étais au niveau régional, il y a une chose que nous avions faite avec le secteur associatif. On avait fait un inventaire commune par commune du secteur associatif et éviter de subventionner, par exemple, dans la même rue, 2 écoles de devoirs différentes qui se concurrençaient l'une l'autre. Au contraire, nous poussions à ce que ces associations se mettent ensemble pour avoir une meilleure subvention et travailler ensemble au bénéfice de qui? Mais des enfants, évidemment, et pas au bénéfice des gens subventionnés dans l'une et dans l'autre association. Et donc, ce travail de terrain qui est important, de vérification, qui fait quoi sur le terrain, comment les gens travaillent les uns avec les autres, est essentiel. Et ça, c'est le niveau local. Donc, Monsieur Verzin, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce débat qui a été très intéressant. J'aurais personnellement aimé continuer les débats, mais le temps ne le permet pas. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Verzin. Et Monsieur Hamouche aussi, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Je vous demande de contribuer à l'enrichissement des débats et à la continuité de cette émission grâce à vos suggestions, à vos propositions, à vos critiques aussi, qui nous aideront à bien continuer sur le bon chemin. Je vous invite à consulter notre site web www.almoatine.com pour plus d'informations sur Almoatine. Je vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines à 18h avec un nouveau débat et un nouvel invité. Merci beaucoup.